Tu t'es déjà demandé pourquoi tu ne t'autorises pas à être qui tu veux être? Je m'appelle Gaël et j'en parle maintenant. Alors abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun épisode. Profites-en pour mettre un commentaire et un pouce en l'air si l'épisode t'a plu. Partage-le également sur tes propres réseaux et partage ton expérience et ton ressenti. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui est de société, c'est un mariage sur deux finit par un divorce. C'est quand même un chiffre impressionnant. Il y a beaucoup de couples qui traversent des périodes difficiles. C'est normal, tous les couples en traversent. Mais qu'est-ce qui fait qu'un couple va se retrouver du côté on a fini par se séparer, à un couple, non, on a tenu quand même. Ça a été difficile, mais on a tenu. Oui, ça a été difficile, mais on a tenu. Alors comment on fait pour tenir? Tout d'abord, je vais vous parler de ce que je constate, moi, en coaching. Les différents problèmes et en fait, les 7 erreurs que la plupart de mes clients font, ou que mes non-clients font, qui fait que ça se termine par un divorce. La première erreur, ça va être les reproches répétés. Vous savez, cette tendance qu'on a à dire à l'autre que c'est de sa faute. Tu fais pas la vaisselle, t'as pas sorti la poubelle, les enfants crient, tu t'en occupes pas, et puis tu me dis même pas quand je suis belle. La difficulté avec ces reproches, c'est que ça crée une communication latente, une communication difficile. La personne qui va recevoir ces reproches va les percevoir comme une agression, et c'est légitime en fait, parce que un reproche, ça veut dire que ce que tu fais, c'est pas bien, ou ce que t'as pas fait, c'est pas bien. Alors du coup, la personne se sent agressée. L'autre se sent agressé. Et c'est compréhensible. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il va balancer ses reproches. Ou alors il va se défendre. Et ça mène à une escalade, forcément. C'est vraiment quelque chose de très difficile de vivre sous des reproches. Si vous avez déjà vécu ça, et vous avez probablement déjà vécu ça avec votre conjoint, votre partenaire, en fait, lorsque vous faites un reproche, la personne va entendre une agression. Et du coup, de reproche en reproche, vous avez pas beaucoup de possibilités pour subir une agression. Ça va être la fuite, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, ça va être la fuite, ça va être la défense et donc l'attaque, ou ça va être le fait de se figer et la personne qui ne réagit absolument pas. Parce qu'il y a tendance à mettre en colère aussi derrière. Donc les reproches répétés comme ça à longueur de temps créent vraiment une dissension par rapport au couple. Ça peut finir en effet au divorce. La deuxième erreur qui est faite parmi les couples, ça va être la fuite du problème. Alors la fuite, ça peut être une fuite individuelle, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui va subir ou qui va voir des choses et qui va jamais rien dire, ou l'autre d'ailleurs, ou les deux individuellement, ou ça peut être aussi dans le couple. C'est-à-dire que les deux vont prendre la fuite ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont constater qu'il y a un problème et puis hop là, ils vont vite passer à côté, allez de toute façon c'est pas grave, on fera avec. C'est ce qu'on appelle de la fausse résilience, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés que c'est quelque chose qu'ils peuvent accepter, sauf qu'ils ne l'acceptent pas. Ils vont se mettre en situation de rancune. C'est-à-dire que à l'intérieur d'eux, il va y avoir cette espèce de cocotte minute qui va commencer à bouillir, là, à feu doux pour l'instant, parce que on met pas beaucoup d'ingrédients dedans, donc on fait cuire à petit feu doux, et puis un jour, en fait, le feu monte, et puis pam, ça explose. Parce que trop de rancune intégrée à l'intérieur, jamais exprimée, mais génère forcément derrière une immense explosion. Et donc, de cette explosion va découdre, oui, peut-être une séparation, un divorce, ou encore on en revient à la même situation. La troisième erreur que font les couples, qui peut être liée un petit peu aux deux premières, c'est ce qu'on appelle les vieux dossiers. Ah, ça, les vieux dossiers, c'est vraiment quelque chose de terrible pour le couple. Il y a des professionnels, là, je suis sûr que vous, là, qui êtes en train de regarder, il y a certains professionnels des vieux dossiers. C'est terrible, les vieux dossiers, parce que, je viens d'en parler, la fuite du problème, la rancune ou les reproches répétés qui créent de l'incompréhension. Et ça n'a pas été réglé. Ou même si ça a été réglé, ça veut dire que la personne, elle a quand même gardé cette rancune. On est vraiment sur ça, sur ce sentiment, ce ressenti de rancune.
Et donc, du coup, quand il y a un nouveau problème qui arrive, blam, on ressort le vieux dossier, on le remet sur le bureau et on retourne en reproche. Quelque chose qui pourtant semblait avoir été résolu, on le ressort. Dans quel but? Alors souvent, ça peut être pour se défendre ou ça peut être pour légitimer le fait que tiens, t'as vu, tu fais encore la même chose, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait concrètement? On est en train de refaire des reproches. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui gangrène le couple. Ah, les vieux dossiers, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Donc, il y a vraiment cette idée de se dire, attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu me ressors ça? Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. C'est quelque chose dont on a déjà parlé. Donc, si la personne en reparle, soit c'est que l'autre a pris la fuite et a tout fait pour pas en parler, ou alors qu'il y a eu tellement de reproches que c'est bon, enfin, il y a un moment, stop, de toute façon, on n'arrivera pas à résoudre ce problème. Donc, les vieux dossiers, si on réouvre un dossier, c'est qu'il n'est pas clos, en fait. Donc, allez, on va aller vérifier un peu. Qu'est-ce qui se passe dans ce vieux dossier-là? Qu'est-ce qui se passe là qui fait que ça te renvoie à ça? Et on en parle. Bon, arrêtez de prendre la fuite. Arrêtez les reproches. On en parle concrètement. La quatrième erreur que je vois souvent aussi dans les couples, c'est ce qu'on appelle les distractions délétères. Alors, ça fait un mot un petit peu savant pour dire quelque chose, mais qu'est-ce que c'est les distractions délétères? C'est tout ce qui va effriter un petit peu le couple. Et on retrouve pêle-mêle là-dedans les réseaux sociaux, la télé, les jeux vidéo, tout ce qui va être de l'ordre de ce qui va nous faire plaisir individuellement, mais qui va empiéter sur le couple. Alors attention, je vais modérer mes propos. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de plaisir ou de moments individuels. Au contraire, c'est ô combien vital pour que le couple perdure, que chacun d'entre nous ait son moment à soi. Mais ce moment à soi, il doit vraiment être calé. Enfin, c'est quelque chose qui doit être prévu et propre à chacun. Ce que je reprends comme idée, les réseaux sociaux ou la télé, les jeux vidéo, ce qu'on appelle les addictions, c'est pas quelque chose qui nous permet d'être mieux nous intérieurement, individuellement. Et c'est quelque chose qui va détruire le couple. D'ailleurs, très souvent, quand ça s'est installé, c'est parce que on a eu un sentiment de l'autre n'était pas disponible. Je vais prendre un exemple. Vous rentrez du travail, et quand vous rentrez du travail, monsieur est pas disponible, il finit quelque chose. Peut-être qu'il finit quelque chose en rapport avec le travail, justement. Ouais. Et vous, là, madame, vous êtes là, à côté de lui, en train de vous dire, en fait, j'aurais aimé faire quelque chose avec lui, mais il n'est pas disponible. Alors, je vais m'occuper autrement. Puis, tiens, je prends mon téléphone, je vais aller un petit peu sur les réseaux sociaux, voir ce qui s'y passe, ou alors je prends la télécommande, et puis j'allume la télé, machin. Et puis, monsieur se libère. Monsieur se libère, et puis là, il regarde madame, et puis madame, elle est sur son téléphone, ou devant la télé, ok, c'est encore pas un moment ensemble. Et hop là, ça y est, c'est parti. Et le risque, c'est sur l'installation du long terme, si on n'en parle pas de ça. Sur l'installation du long terme, en fait, il va se créer ce qu'on appelle des habitudes, qui fait que madame, maintenant, quand elle va rentrer du travail, la première chose qu'elle va faire, c'est va se jeter sur le canapé et elle va regarder son téléphone. Sauf que 9 fois sur 10, monsieur, il est disponible. Mais c'est devenu une habitude. Ou à l'inverse, monsieur, il rentre et puis il veut faire sa partie de jeu vidéo parce que quelquefois, madame, elle n'était pas disponible. Et hop là, vous voyez, c'est pas quelque chose qui va créer un conflit immédiat, c'est pas quelque chose qui va faire qu'on va se séparer tout de suite, mais c'est délétère, c'est-à-dire que petit à petit, on va effriter un petit peu des morceaux du couple, du temps qui aurait pu être passé ensemble. Et ce que ça crée chez l'autre personne, c'est un énorme sentiment d'abandon. Ça peut sembler énorme comme ça, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous êtes là, vous, en train de faire votre activité individuelle qui, en soi, sert pas à grand-chose. Je maintiens encore une fois. Si c'est vraiment important pour vous de passer du temps devant la télé parce que c'est votre truc à vous, si c'est cadré, il n'y a pas de souci. On parle de quelque chose qui vient là et qui devient une addiction. L'autre personne, l'autre membre du couple, a un sentiment d'abandon parce que de toute façon, tu fais tout le temps encore la même chose et vous avez entendu ce que j'ai dit, tu fais toujours, hop là, c'est passé en reproche. Attention à ça, donc
les distractions délétères, tout ce qui fait que on passe pas de temps ensemble, on prend pas une vraie occupation. La télé le soir en fait partie, hein. On a fini de faire à manger, on a fait le linge, on a tout mis dans le lave-vaisselle, on a mis les enfants au lit. Qu'est-ce qu'on fait? On se jette dans le canapé, tous les deux, avec la télécommande, quand il n'y en a pas un autre qui est avec son téléphone portable. Et puis en fait, il se passe rien. Concrètement, dans le couple, il se passe rien. Vous allez me dire, oui, c'est facile, Gaël, de dire ça, mais on est fatigué. Oui, on est fatigué, je l'entends. Et quelle énergie vous mettez dans ce qui peut sembler être le plus important pour vous? Moi, c'est ça la question que je vous pose. Donc ça, c'était la quatrième erreur, les distractions délétères. La cinquième erreur, c'est les changements de vie sans complicité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des changements de vie? C'est lorsqu'il se passe quelque chose de très très important qui va impacter un des membres du couple, voire le couple en entier. Les mariages, les décès, les changements de vie professionnelle, les naissances d'enfants. Ce qu'on appelle un petit peu, c'est des rendez-vous de la vie, c'est-à-dire que c'est des moments, c'est des choix de vie qui vont forcément avoir un gros impact sur la personne qui prend ces décisions ou sur les personnes qui prennent ces décisions quand je parle d'un mariage, par exemple. Et quand je dis que ces changements arrivent sans complicité, c'est tout simplement parce que lorsqu'ils se passent de manière subie par un des deux conjoints, voire les deux, et qu'il n'y a pas de complicité au sein du couple, ça crée forcément une rupture. Je vais prendre un exemple. Monsieur a une énorme promotion. Il est dans le cadre de son travail, il prend un échelon et il est amené à avoir beaucoup plus de responsabilités. C'est formidable pour lui. D'ailleurs, madame le félicite, hein, parce que bien sûr, c'est une superbe opportunité. Elle est contente pour lui. Il est content, lui. Il va avoir une augmentation. Ça semble être merveilleux. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Dans les faits, monsieur passe cadre. Il va passer facile 15 heures, voire 20 heures de plus au travail. Et ça, c'était pas prévu. Et ça peut ne pas être prévu. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Madame, à la maison, je te vois plus. Hop, c'est senti comme un reproche, et puis on est reparti dans les boucles qu'on a vues auparavant. Ça, c'était pour un changement de travail. Je vais vous prendre un deuxième exemple, ça va être pour la naissance. Il y a beaucoup de personnes, encore maintenant, qui pensent que avoir un enfant rapproche le couple. Pitié, arrêtez ça. Avoir un enfant, si le couple n'est pas solide, ça détruit le couple. C'est merveilleux d'avoir un enfant. Je souhaite à toutes les personnes qui ont envie de devenir parents, de devenir parents. C'est merveilleux d'avoir un enfant. Mais il faut être prêt pour ça. Et il n'y a pas d'école pour devenir parent. Il n'y a pas d'apprentissage de la parentalité. Donc c'est quelque chose qui se fait en direct. On apprend avec l'enfant. Et c'est dur. C'est pas quelque chose de facile de devenir parent. C'est dur. Et forcément, pendant cette période entre la grossesse et quelques mois, voire quelques années après la naissance, c'est une période où le couple va se mettre entre parenthèses. Il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup moins de relations sexuelles, la communication est plus difficile, la fatigue augmente, et si au milieu de tout ça, monsieur et madame, ou monsieur ou madame ont un travail qui est très fort, très présent, c'est difficile de tenir un couple. Donc attention au fait de penser qu'un enfant, ça rapproche. Non, la naissance d'un enfant, s'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas un minimum de communication dans un couple, c'est une des principales raisons de divorce. Parce que lorsque l'enfant arrive, le couple change. Et voilà, on en revient au sujet de départ. Le changement de vie sans complicité. Attention, il y a besoin d'avoir de la communication et de la complicité. Je parle bien évidemment pas des décès ou d'autres types de changements. On se doute bien que ça peut avoir un impact, mais ces deux-là me semblaient être marquants et importants à vous détailler. La sixième erreur que je rencontre dans les couples, qui découle un peu du dernier exemple que je viens de faire, c'est devenir des parents et oublier le couple. Qu'est-ce qui se passe justement lorsqu'il y a une naissance? Et pas forcément à la naissance, même après quand il devient plus grand.
ça demande une occupation supplémentaire. Être parent, c'est un métier à plein temps, hein. On a beaucoup entendu des personnes qui disent ah, ça y est, je vais démarrer mon deuxième métier maintenant que mon premier est fini. Ah oui, parce qu'il faut s'occuper de la maison. Oui, c'est vrai. Être parent, c'est un métier à plein temps. Sauf que, avant d'être parent, on a été un couple. C'est ensemble, dans le couple, qu'on a décidé de devenir parents. Et il y a des tas et des tas et des tas de couples qui oublient qu'ils ont été un couple et qui deviennent des parents en priorité. Comme je l'ai dit, à la naissance, forcément, il y a un moment où le couple est entre parenthèses. Mais c'est pas quelque chose qui doit s'installer. Et dans trop de couples, je l'ai vu, et surtout dans trop de couples qui se séparent, le couple, la relation à deux, se délite, et ça devient une relation à 3, à 4, où les parents sont autour des enfants, ce qui est très bien, c'est pas un reproche. Les parents sont autour des enfants, mais ils oublient le couple. Ils oublient les moments de se retrouver à deux, les moments où les enfants, ok, ils sont là, et puis nous, on va faire quelque chose pour nous. Je l'entends, encore ici, vous pouvez le laisser en commentaire, bien sûr, je sais qu'il y en a qui vont me dire, et je l'ai déjà entendu, ouais, mais c'est pas facile, on n'a pas tous les moyens de faire garder les enfants, etc. Mais c'est pas de ça dont je suis en train de parler. Vous pouvez très bien avoir des moments à deux alors que les enfants sont là. C'est quelle énergie vous mettez là-dedans. Je vous invite vraiment à aller regarder, pour ceux qui sont parents, combien de temps vous prenez pour le couple. Par jour, par semaine, par mois, par an. Des moments où vous êtes vraiment que tous les deux. Pas de téléphone, pas d'enfants, pas de travail, pas de télé. Une activité ou une relation juste à deux. Un resto, un cinéma, une sortie. Juste tous les deux. Allez vérifier. Ceux qui sont parents. Et mettez-le en commentaire peut-être. Combien de temps vous passez juste pour le couple? Et vous verrez que peut-être il y a une corrélation directe entre le temps que vous passez à deux, même en étant parent, et la durée de vie de votre couple. C'est vraiment important. Parce que une des principales crises que ça va générer, ça va être aussi la perte d'intimité. Perte d'intimité, qu'est-ce que ça génère? Ça génère la septième erreur, le 7e problème qu'on rencontre dans les couples. Cette 7e erreur, c'est quoi? L'absence de relations sexuelles. L'absence de relations sexuelles, alors il y en a qui vont me dire « Ouais, mais moi, je suis pas fan. C'est pas important pour moi. » Ok, je peux l'entendre. D'ailleurs, je pense que votre conjoint peut l'entendre aussi, parce que sinon, vous seriez pas ensemble. Pour autant, vous êtes un couple. Si vous êtes un couple, et pas deux amis, c'est parce qu'il y a une relation sexuée. C'est un pilier du couple. Enlevez-vous de la tête le fait que c'est possible d'avoir une relation de couple sans relation sexuelle. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est un pilier fondamental du couple. Donc lorsque la relation sexuelle se délite, la relation de couple se délite aussi. C'est quelque chose de fondamental et d'important que d'avoir des relations sexuelles. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont tendance à avoir moins de relations sexuelles depuis qu'ils ont des enfants, forcément, si vous avez eu un enfant, c'est qu'il y a eu une relation sexuelle quelque part. Donc, pour quelle raison l'arrêter? Oui, c'est vraiment important de continuer à avoir une relation sexuelle. Sinon, pas de couple. On est juste des copains, on est juste des bons amis. Peut-être d'ailleurs on s'entend très bien. Mais pas de relation sexuelle, pas d'intimité, pas de couple. Et là aussi, ça peut mener à la séparation. La pire des situations que j'ai pu rencontrer d'ailleurs dans différents couples, chez différents couples, ça va être la monétisation de la sexualité. Alors ça, je crois que c'est le pire. Pour moi, je vous laisse en parler en commentaire. Lorsque je vais prendre le cas peut-être le plus fréquent, c'est monsieur a très envie de faire l'amour souvent. Et madame un peu moins. Et puis madame, elle a des reproches à faire à monsieur. Parce que monsieur s'occupe pas de la maison, c'est madame qui fait tout, selon elle. Madame fait la vaisselle, elle sort plus tôt, elle s'occupe des enfants, etc. Et monsieur, l'impression qu'elle a, c'est que lui, il rentre,
il met un peu les pieds sous la table, allez, il va peut-être aider à 2-3 choses, mais en fait, après, derrière, c'est, allez, il faut qu'on aille dans le lit, chérie. Et madame va commencer, ça peut être inconscient, à monétiser la relation sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, non, de toute façon, vu que t'as pas fait ça, j'ai pas très envie. Ça peut être aussi direct que ça, ou ça peut être beaucoup plus subtil, du style, madame ne ressent même pas l'envie. Parce qu'elle est contrariée, et là on en revient à la deuxième erreur qui était la fuite du problème, elle est contrariée, elle a de la rancune par rapport au fait que, je sais pas, peut-être monsieur a pas fait les travaux ce week-end alors qu'il avait dit qu'il le ferait. Ça fait un moment que la chasse d'eau elle fuit, et puis il s'en est pas occupé. Alors du coup, j'ai pas envie de monsieur. C'est inconscient, peut-être, mais ça délite la relation sexuelle, et donc ça délite le couple, forcément. Attention à ça, donc la monétisation de la relation sexuelle. Bien sûr, l'absence de relation sexuelle va aussi emmener le fait d'aller voir ailleurs. Ah oui, si je suis pas satisfait de ce qui se passe au sein de mon couple, je vais commencer à aller regarder ce qui se passe à l'extérieur. Alors il y a des personnes qui vont se séparer parce qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui vont vivre pendant 10 ans avec un amant ou une maîtresse. Chaque individu est différent dans sa relation à l'adultère. Pour autant, c'est quoi le point de départ de l'adultère? Voilà donc les 7 erreurs que je rencontre très souvent au sein des couples, mais aussi dans mon cabinet de coaching ou à l'extérieur. Alors, pour étayer un petit peu tout ça, je vais vous parler de moi, pour une fois. Je vais vous parler de moi parce que très tôt dans mon couple, avec ma femme, on cochait quasiment toutes les cases. Quasiment? Non, on cochait toutes les cases. Notre couple aurait pu se terminer vraiment par un divorce assez rapidement. Au bout de 3 ans, vous savez, quand on dit la passion, elle est passée. On cochait vraiment toutes les cases. J'ai changé 3 fois de travail, je me suis lancé à mon compte. Il y a eu la naissance de notre fils, la maladie de notre fils, le décès de notre fils, notre déménagement, le fait que nous soyons tous les deux très actifs avec beaucoup d'activités, donc très peu de temps à la maison. Le fait que nous soyons tous les deux, il faut le dire, de grosses têtes de mule à chercher à avoir raison. Bref, on cochait vraiment toutes les cases. On était passionnés dès le début de notre relation, ça a toujours été le cas. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui ont dû parier sur notre relation en disant ça va tenir 3 ans, quand la passion va partir, ils vont se séparer. Alors comment on a fait pour tenir? Alors oui, aujourd'hui c'est mon métier, et j'ai les techniques de communication, je sais comment faire. Mais au début c'était pas le cas, hein. Je travaillais dans une banque, ma femme aussi. On n'avait pas les clés pour communiquer et pour savoir comment tenir un couple. Eh ben on est allé voir quelqu'un. Mon Dieu, ce mot. On est allé voir quelqu'un. Oui, on est allé rencontrer une thérapeute de couple. Et on l'a fait très tôt dans notre relation. C'est un point sur lequel je veux insister, et vraiment, peut-être un jour vous viendrez me voir moi, j'en serais ravi de pouvoir vous accompagner, peut-être vous irez voir quelqu'un d'autre, c'est très bien aussi. Passez le cap. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre couple soit au bord du précipice, à la décision de on se sépare ou on va voir quelqu'un. Non. Pourquoi vous attendez aussi long? Avec ma femme, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. On avait quelques disputes, quelques rancunes, des choses où on se comprenait pas. On est allé parler avec quelqu'un. On est allé parler avec une thérapeute de couple. D'ailleurs, je vais lui faire un petit peu de pub. Elle s'appelle Sonia Jaza. Elle est thérapeute de couple. Aujourd'hui, c'est une amie. Mais c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidés dans notre relation de couple. Elle m'a d'ailleurs donné envie de faire le métier que je fais aujourd'hui. Donc, dédicace à toi, Sonia. Merci d'avoir été sur notre chemin. Et le fait d'être allé la voir alors que notre couple, il battait pas de l'aile, c'est juste il y avait des choses où on n'arrivait pas à se comprendre. On a fait venir quelqu'un au milieu de notre communication pour que justement on puisse arriver à se comprendre. Et bien grâce à ça, nous avons réussi à traverser de nombreuses d'épreuves. Nous avons réussi à traverser un grand nombre d'épreuves. On n'a pas eu besoin de continuer à la voir longtemps, ça fait d'ailleurs presque 5 ans ou 6 ans qu'on n'est pas retourné la voir, ou on est allé la voir 2 fois en 5 ans. Au début de notre relation, on est allé la voir plus souvent. Et si du coup, aujourd'hui, je devais vous donner un conseil? Oui,
Si je devais vous donner un conseil, vous qui m'écoutez, lorsque dans les deux partenaires, il y en a un qui souhaite aller discuter avec une personne extérieure des problèmes. Et donc, je vais un peu parler plus aux messieurs là, parce que c'est souvent les messieurs qui freinent. Si madame vient vous voir en disant « on pourrait aller voir un thérapeute de couple, on pourrait aller voir un coach, on pourrait aller voir un psy ensemble », messieurs, des fois mesdames, mais souvent messieurs, rangez votre ego. Écoutez votre compagne ou votre compagnon. C'est certainement la clé de votre vie joyeuse dans le couple. Dites-vous que si un des deux en ressent le besoin et se dit que ça peut être une solution pour avancer, ne fermez pas la porte en vous disant « moi de toute façon, c'est bon, j'ai pas de problème ». Ouvrez la porte, allez vérifier, ensemble. Peut-être que vous aurez besoin de faire qu'une séance, peut-être que vous mettrez 3-4 séances à trouver la bonne personne, parce que c'est aussi une relation humaine. La première personne, le premier thérapeute vous conviendra pas, vous irez voir un coach, et puis finalement vous trouverez la bonne personne. Pourquoi pas? Mais essayez. S'il y en a un des deux qui le soulève, essayez. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez passer à l'action rapidement et retrouver la flamme qui animait autrefois votre couple, j'organise tous les ans d'un séminaire, une retraite spéciale couple, pour prendre le temps de se retrouver et d'échanger autrement avec votre partenaire. J'enregistre cet épisode en 2025. Cette année, la retraite couple se déroule du 9 au 11 mai à la Bastide des Deux Fontaines, à la commune du Val, juste à côté de Brignoles. Vous avez le lien dans les commentaires et vous pouvez vous y inscrire pour celle-ci ou pour celle à venir. Merci beaucoup de votre attention, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à laisser des commentaires si vous en ressentez le besoin et à très bientôt.